Et pour parler davantage de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El Meligui, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Alors, Monsieur l'ambassadeur, je crois qu'on parle aujourd'hui d'une situation qui se renouvelle fréquemment ce dernier temps, à savoir des déclarations contradictoires entre les deux côtés. Donald Trump parle que les discussions continuent à un rythme rapide avec l'Iran, tandis que Téhéran parle ou dit plutôt qu'elle a rompu le dialogue indirect avec Washington. Comment vous voyez ces déclarations ? Alors, premièrement, en ce qui concerne les attaques avant les déclarations, parce que en ce qui concerne les déclarations, même avant la guerre, même qui a précédé ce cessez-le-feu, ou ce qui est appelé cessez-le-feu actuellement, il y avait toujours des déclarations contradictoires, notamment de la part du président Trump sur son compte privé de Truth Social. Alors, où il menaçait l'Iran de totalement la détruire, ou bien de parler des négociations qui sont sur une bonne voie. Alors, mais en ce qui concerne les attaques, c'est le plus important maintenant parce que tous les jours on entend qu'il y a une nouvelle attaque. Alors moi je trouve que ces attaques-là ont un seul but, c'est de monter la pression sur l'Iran, de sorte qu'elle va accepter. Voyons que là, il ne s'agit pas de négociations telles que doit être présent entre les deux parties, mais il y a une question de demande de soumission de la part de l'Iran aux États-Unis. La question, c'est de ne pas négocier, de trouver une solution entre les deux côtés, mais c'est plutôt d'accepter les conditions imposées par les États-Unis, d'ailleurs l'Israël. Et parce que l'Israël est le seul pays de toute la région qui veut que cette guerre continue. On doit être clair sur ce point parce que c'est la raison derrière tout ce qui se passe actuellement. Oui. Israël, notamment le Premier ministre Netanyahou, ne veulent pas que cette guerre s'arrête. Parce que la situation sera très mauvaise en ce qui concerne Netanyahou et les élections prochaines. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu achever le but de cette guerre, du point de vue israélien, c'est de totalement détruire les capacités nucléaires et militaires iraniennes. Oui. Alors du coup, pour le peuple israélien, M. Netanyahou, pour la deuxième fois, il a échoué à soumettre, que ce soit les Palestiniens ou l'Iran cette fois. Oui, certainement. Alors, Monsieur l'ambassadeur, vous venez de parler ou vous venez de dire que, en fait, les frappes américaines contre les îles de l'Iran constituent plutôt une pression, un genre de pression. Alors, est-ce que vous pensez que ça pourrait aboutir vraiment à pousser l'Iran à négocier et à trouver une solution, ou ça peut avoir une réaction inverse? Je veux dire que la raison pour ces frappes, c'est de mettre l'Iran ou de tenir l'Iran à l'aise. Et on peut utiliser quelques expressions. Ce qui veut dire qu'on n'est pas loin de vous, on peut frapper quand on le veut, mais en même temps, on ne veut pas une guerre à grande échelle. On ne veut pas que la guerre se répande, qu'il y aura des frappes du côté iranien sur les pays du Golfe ou des attaques qui ne sont pas calculées. C'est exactement le but des États-Unis. Toutes les frappes qui ont été menées par les États-Unis depuis le cessez-le-feu étaient seulement pour déterrer l'Iran à continuer cette période entre guillemets de paix. Non, vous devez accepter les conditions imposées par les États-Unis, que ce soit en ce qui concerne vos capacités nucléaires, et le devoir de remettre l'uranium enrichi, pardon, je m'excuse, ou bien, de l'autre côté aussi, en ce qui concerne les droits d'Ormuz, c'est que vous n'avez pas le droit d'imposer des frais, même si des frais pour des raisons logistiques ou autres, non, parce que cela est un truc qui n'a rien à voir avec le droit international. Et ici, je dois dire que les États-Unis ont vraiment raison, parce que, contrairement, par exemple, à Canal du Suez, cet étroit est un étroit naturel. Oui. Alors, du coup, l'Iran ou le sultanat d'Oman, comme l'a menacé le président Trump, n'ont pas le droit
ni d'organiser d'organiser des frais ou d'imposer des frais logistiques ou autres, et que le passage doit être neutre, doit être sans frais. Alors, ces deux points-là sont des points impératifs de la part de l'administration américaine pour pouvoir commencer à voir les autres demandes iraniennes, notamment dans le domaine économique, telles que la libération de l'argent confisqué de la part de l'Iran, ou bien de lui laisser facilement à vendre son pétrole. Alors, ici vient le point. Oui, alors vous venez de citer quelques points de divergence, bien sûr, qui bloquent l'arrivée à un accord suite à ces négociations. Vous avez parlé d'Ormuz, bien sûr, de l'argent iranien, il y a aussi l'uranium. Alors, est-ce que vous pensez qu'on pourrait parvenir à une solution concernant ces points de divergence entre les deux côtés pour pouvoir parvenir à un accord final? Pour le moment, il n'est pas clair parce que je trouve que les deux parties, comme je vous ai dit, les États-Unis essaient d'imposer une soumission à l'Iran et pas seulement des négociations entre deux parties pour pouvoir trouver un compromis. Du côté iranien aussi, il y a des points rouges. Son contrôle sur l'étroit d'Ormuz, la libération de tous les sommes, et on parle ici de plus de 100 milliards de dollars. Mais en première phase, on parle de 24 milliards de dollars, dont la moitié sera libérée directement, et je pense que c'est facile parce que la majorité de cet argent, de ces sommes-là, sont entre le Qatar et l'Irak. 12 milliards. Et puis, laisser un peu de choix à l'Iran de pouvoir prendre son pétrole. Alors il y a vraiment un problème économique sérieux en Iran à cause du boycott, à cause des sanctions américaines et internationales sur l'Iran. Et je trouve que ce sont des points rouges pour l'Iran. Et si on ne pourra pas vraiment arrêter. Alors il y a certainement des solutions au milieu, telles que par exemple qu'on laisse à part les trois d'Ormuz, je parle ici de l'uranium par exemple, que l'uranium soit déposé chez une partie tiers, un autre pays, qui ne doit pas être l'Iran, qui ne doit pas être les États-Unis ou Israël par exemple, mais ça peut être toujours un autre pays, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie ou autre, avec l'accord des États-Unis. Alors il y a certainement des limites pour les négociations, mais en même temps, je trouve qu'un des deux parties doit céder, c'est ligne rouge pour pouvoir arriver à une solution permanente à ce problème iranien. Oui. Alors, du point de vue iranien, est-ce que vous pensez que les modifications que l'Iran demande traduisent vraiment une volonté de parvenir à un accord ou de continuer les négociations, ou plutôt c'est une tentative de gagner du temps? Non, je trouve que les deux parties sont sérieux, notamment l'Iran est sérieux d'arriver à une solution, notamment que la situation actuelle en ce qui concerne la vie économique en Iran est vraiment touchée, et du coup, la question qu'on continue cette guerre à jamais est impossible d'envisager. En ce qui concerne les États-Unis, de son côté aussi, le président Trump, malgré qu'il déclare qu'il ne s'intéresse pas aux élections parlementaires, mais je pense que cela n'est pas vraiment juste parce qu'il s'intéresse vraiment à ces élections, parce que s'il perd la majorité parlementaire au Congrès, cela veut dire que les 2 années qui viennent, les 2 dernières années au pouvoir à la Maison-Blanche, sera toujours menacé par des obstacles démocrates de l'opposition, je veux dire, américaine, au Parlement, au Congrès, ce qui va empêcher le président Trump de faire ce qu'il veut, quand il le veut. C'est toujours la politique du président. Alors, monsieur l'ambassadeur, comment vous expliquez également les frappes iraniennes contre les pays du Golfe? On vient récemment de voir ces frappes contre, par exemple, le Koweït. Et bien sûr, quelles sont les mesures que les pays du Golfe doivent prendre pour faire face à ces frappes certainement inacceptables?
Alors, premièrement, comme vous venez de le dire, ce sont des frappes inacceptables par les pays du Golfe, par l'Égypte, par la communauté internationale. L'Iran est en train d'impliquer des pays qui ont déclaré dès le début qu'ils ne font pas partie de cette guerre menée par Israël et les États-Unis contre l'Iran. Mais en même temps, c'est un point de pression iranienne qu'elle utilise, tel que les fois d'Hormuz et autres. Alors la question, c'est de jouer avec tous les atouts qu'on dispose. Et l'Iran ne dispose pas de beaucoup d'atouts, à part les trois d'Hormuz d'un côté, et sa capacité de attaquer avec ses drones et ses missiles les territoires du Golfe. Que ce soit au Koweït, que ce soit dans tous les autres pays. Alors, le problème, c'est malgré le droit international, malgré les règles du jeu qui devaient être imposées, mais la réalité, c'est que l'Iran ne trouve pas d'autres solutions pour pouvoir avoir un levier sur les pays-là qui vont toujours demander aux États-Unis d'arrêter ces attaques parce que c'est eux qui le résultat de ces attaques américaines sur l'Iran. Alors, d'autres points, c'est les États-Unis qui attaquent l'Iran et l'Iran répond en frappant les bases, entre guillemets, les bases américaines dans les pays du Golfe et aussi certainement des installations civiles de ces pays-là. Oui. Et cela constitue pour l'Iran un point fort pour pouvoir mener des négociations plus ou moins, si elles le peuvent, équilibrées. Alors, Monsieur l'ambassadeur, avec cette situation aussi très critique au Liban et les Iraniens qui demandent d'inclure aussi le volet libanais dans les négociations et avec Israël, comme vous venez de dire, qui ne veut pas arrêter cette guerre et qui ne veut pas arrêter son agression contre le Liban, est-ce que cette question complique davantage l'arrivée à un accord également? Alors, premièrement, en ce qui concerne le Liban, on va ici dire un point important. C'est que au début du cessez-le-feu, selon les déclarations préliminaires du président Trump, qu'on va arrêter la guerre sur tous les fronts. Cela a été dépassé par un appel téléphonique de la part du Premier ministre Netanyahou au président Trump, et du coup, le président américain a déclaré que le Liban ne fait pas partie de cet accord. Et cela n'était pas juste ou vrai, parce que le Premier ministre pakistanais est sorti et a déclaré aux médias que la question du Liban était dans l'accord. Et que ce que dit le président Trump n'est pas effectivement juste. Alors ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'Iran ne va jamais accepter un accord qui n'inclut pas le Liban. De l'autre côté, n'oublions pas aussi un point très important, et c'est mon propre point de vue, que les attaques israéliennes sur le Liban, les dernières attaques, ciblent à achever deux points. Le premier, c'est de prendre tout le territoire libanais pour pouvoir négocier après, comme le fait toujours Israël. Elle l'a fait avec la Syrie, elle le fait avec les Palestiniens. D'ailleurs, maintenant, on parle de 70% du territoire de Gaza est occupé par Israël, sans compter le nombre illimité de colonies en Cisjordanie. En Cisjordanie, certainement. Alors, c'est exactement toujours la politique d'Israël, c'est de prendre le maximum, notamment qu'il n'y a pas vraiment une opposition militaire réelle aux activités israéliennes au Liban. On avait parlé au début du sud de la rivière Litanie, maintenant on frappe de le nord. Et pas seulement cela, Israël prétend que, selon l'accord avec les États-Unis et avec le Liban, elle réserve le droit de frapper quand elle veut, si elle pense qu'il y a une intention de la part d'Hezbollah à attaquer le nord d'Israël. Alors, ce qui veut dire que c'est une guerre ouverte, Israël peut le faire. Et c'est impressionnant, parce qu'on n'a jamais vu ça dans le droit international, qu'un pays peut mener une guerre contre les intentions de l'autre. Mais Israël, qui a toujours eu le droit à faire ce qu'elle veut,
tout en profitant de l'incomptabilité américaine pour toutes ces actions. Alors, je pense que l'Iran va insister, et c'est pour ça qu'Israël a mené ces dernières attaques, parce qu'elle sent qu'on approche de la fin, alors elle veut réaliser le maximum possible avant d'arrêter le feu, encore une fois, et que chacun va se rester sur les positions lors de cessez-le-feu. Alors Israël essaye de prendre plus de terrain, on parle de 25% du territoire libanais qui est occupé actuellement par les Israéliens. On parle de 1 million de déplacés libanais vers le nord pour éviter les frappes israéliennes. Et on parle de la nécessité d'arriver à une solution pour la crise libanaise et que le Liban, de son côté, étant donné qu'il ne peut pas désarmer là, soit livré toujours à son sort avec Israël. Et un dernier point, je veux insister là-dessus, que maintenant, avec la position actuelle, le Hezbollah profite plus à Israël qu'au Liban. Parce que la présence de Hezbollah, faible et qu'il l'est maintenant, après tout ce qui s'est passé contre les militants de Hezbollah, devient une responsabilité libanaise et une raison de frapper continuellement de la part d'Israël. Alors il profite plus à Israël qu'au Liban. Ouais. Alors maintenant on parle en fait de ce que Israël fait dans la région, au Liban bien sûr, dans les territoires palestiniens. Alors on se demande où est la communauté internationale. Est-ce que vous pensez qu'avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine et avec les prix du pétrole qui ont une grande influence sur les pays européens, est-ce qu'on voit une position moins vue de la part de la communauté internationale et des pays européens ce dernier temps, ce qui concerne bien sûr ces questions régionales? Permettez-moi d'être clair avec vous. Où était exactement la communauté internationale lors des massacres et du génocide israélien sur les Palestiniens? Il n'y avait pas de communauté internationale, à part les efforts de l'Égypte et de quelques autres pays pour pouvoir apaiser les frappes israéliennes sur les Palestiniens. Mais à part ça, il n'y avait pas vraiment de communauté internationale. Que ce soit en ce qui concerne le Liban ou la Palestine ou même la Syrie avant cela, est-ce qu'il y avait une communauté internationale? Il n'y avait pas de communauté internationale. Malheureusement, Israël fait tout ce qu'elle fait parce qu'elle dépend sur une puissance qui ne croit qu'à la paix qui est imposée par la force. Ce que dit le président Trump, c'est pas un secret, je ne suis pas en train d'analyser, mais je cite exactement ce qu'il croit. Après le génocide israélien, le président Trump, juste avant de venir à Sharm el-Sheikh, au Knesset israélien, il a parlé qu'on vous a donné des armes, entre guillemets, aux Israéliens, et vous les avez bien utilisées. Alors il trouve que le génocide, c'était une bonne utilisation pour les armes américaines. Alors, avec la pression qu'exerce Israël toujours sur le président Trump, avec les relations très étroites entre le premier ministre israélien et le président américain, je ne trouve pas qu'il y a vraiment un grand rôle pour la communauté internationale, à part essayer de jouer le rôle d'un messager entre les deux parties. Et pas d'imposer quelque chose, parce qu'on ne peut rien imposer sur les États-Unis et aussi sur Israël qui jouit du support inconditionnel des États-Unis, du président Trump personnellement. Je m'excuse, il n'y a pas vraiment une communauté internationale, à part quelques déclarations de temps en temps ici et là, simplement pour dire que cela n'est pas juste ou c'est contre le droit international, mais on ne peut pas arriver à des sanctions malgré qu'on le peut. Ça, c'est un point très important. Je pense que la communauté internationale, notamment l'Union européenne, ont dû vraiment imposer des sanctions sur la Russie à cause de la guerre avec l'Ukraine, mais ils ont joué le rôle des aveugles quand il s'agissait des infractions israéliennes sur le reste du monde Moyen-Orient. Alors, la communauté internationale, l'Union européenne peut beaucoup faire si elle le désire. Alors, il me semble que cela montre qu'il ne le désire pas. Je viens juste écouter
le mot de la représentante américaine, par exemple, aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, qui parle que c'est inacceptable de laisser la Russie avec des violations du droit international. Tandis que cette représentante ne parle jamais d'Israël comme si Israël ne commet pas cela, malgré qu'Israël est accusé par la Cour internationale de justice de commettre des crimes de guerre. Le Premier ministre et l'ancien ministre de la Défense ont demandé à la Cour pénale internationale pour des crimes contre l'humanité, la possibilité de commettre des crimes contre l'humanité, et ils s'en foutent tous de cela. On vient juste de voir la dernière visite du Premier ministre Netanyahou, qui a passé par les cieux de la France, de l'Angleterre, je pense, ou de l'Allemagne, et on l'a laissé traverser facilement l'avion, malgré que, selon le droit international, il devait arrêter cet avion et arrêter le Premier ministre. Et oui. donc, ça ne se passe pas. Oui, monsieur l'ambassadeur, mais quand même, on a vu quelques positions fermes de la part de quelques pays européens, si on parle de la France. Quand on parle, je veux dire, de ce qui s'est passé à Gaza, de la France, de l'Espagne, on a vu des positions très fermes face à Israël de la part de quelques pays européens. Vous parlez peut-être de l'Union européenne en tant que... Vous avez totalement raison. Ce qui concerne quelques pays, je parle notamment de l'Irlande et de l'Espagne. D'accord. Et quand il s'agit par exemple de la France, ce sont des déclarations vides, parce qu'à la fin du compte, la France n'a pas arrêté ses relations diplomatiques, ses relations économiques ou même militaires avec... Alors la question c'est de reconnaître les droits du peuple palestinien tout en continuant le business et les affaires telles qu'ils le sont toujours avec Israël. Et cela est une double mesure qui montre à quel point il y a une hypocrisie européenne de la part de la majorité des pays européens qui déclarent à un point qu'il y a les droits du peuple palestinien et il y a des violations aux droits de l'État libanais et qu'à la fin du compte, Israël continue. Est-ce qu'il y a une vraie pression européenne ou de ces pays-là? Je ne parle pas des pays qui sont vraiment corps et corps avec la cause palestinienne telle que l'Irlande et l'Espagne. Mais je parle de la majorité du reste du monde européen qui ne font rien que de faire des déclarations vides sans aucune substance parce qu'il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas d'arrêt de coopération. Je vais vous donner un exemple clair devant tout le monde. 4 jours après les attaques russes sur l'Ukraine, on a interdit à la Russie de participer dans les Jeux Olympiques et dans la Coupe du Monde en football. Maintenant, après 3 ans des attaques, de massacres et de génocide israélien sur les Palestiniens, sur le reste du monde arabe, et Israël vient de participer malgré tous les obstacles, ou bien, donc pas les obstacles, mais plutôt les obligations européennes. Elle vient de participer à ce concours de musique et que même l'Espagne a été forcée de quitter et de ne pas continuer. Alors, en ce qui concerne l'Israël, on joue toujours l'aveugle. On ne voit pas exactement ce qu'elle fait. Mais avec un pays tel que la Russie, parce qu'ils sont vraiment contre la Russie, alors qu'est-ce qu'on utilisé pour imposer des sanctions sur la Russie? En ce qui concerne Israël, on n'en parle pas. Peut-être qu'il y a des efforts sporadiques comme ça de temps en temps d'un pays à un autre et qui sont différents de chaque pays à l'autre. Il n'y a pas vraiment une position européenne fixe et claire qui oblige tous les pays européens à arrêter leur coopération avec Israël et livrer à chaque pays de le faire tout seul. Mais à l'unanimité, ils le font contre la Russie. Je vous remercie infiniment, monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligi. Je rappelle, vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci beaucoup pour ces déclarations. Et dans quelques instants, mesdames, messieurs, la poursuite de cette édition de Bonjour l'Égypte.